Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. Afuera. Bonjour, bonsoir, peu importe où le soleil se situe dans votre firmament, là, on s'en fout. Mais oui, on reçoit aujourd'hui Nicolas Gagnon, qui est toujours le bienvenu. Il rentre quand il sort, je veux dire. Il est comme un peu à travers la porte patio. Je veux dire, il fait ce qu'il veut, là. Je veux dire, sincèrement, on parlait notamment du bilan Legault. Je veux dire, on peut pas passer à côté, notamment. Je dis notamment 27 fois, ça commence très bien comme introduction. Plusieurs choses aujourd'hui. Donc, c'est les 3 FOA de la semaine. On a un épisode un peu plus court où on va parler des repas sans permis, notamment. On parlait que Ottawa investit sur la viande halal. Oh, on va parler de ce sujet qui est très controversé. Le thérapure et le plomb aussi, également, une foule de sujets qui appèrent dans l'actualité. Donc, je laisse le bâton de la parole à Nicolas qui avait certaines choses à nous proposer aujourd'hui. Oui, ben on va faire, comme tu l'as mentionné, on peut parler là, du bilan de François Legault un peu, parce que bon, ça va faire bientôt 2 semaines, 3 semaines au moment où est-ce que c'est présentement publié là, qu'il a démissionné. Donc, c'est quelque chose à laquelle on s'y attendait pas. Puis j'ai souvent fait le parallèle par rapport au fait que ça arrive pas mal au même moment, avec le même type de scénario que ce qu'on a vu avec Justin Trudeau puis Chrystia Freeland. On voit un premier ministre qui se fait de plus en plus contester au sein de son caucus. Il y a son bras droit qui démissionne juste avant le temps des fêtes. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Les sondages ne remontent pas, peu importe ce qui arrive. Fait qu'il finit par démissionner de peine et de misère, même si à peine quelques semaines avant Noël, il disait qu'il allait être là pour un 3e mandat jusqu'à la fin de l'année. Là, finalement, on sait qu'il va être là jusqu'à la fin de l'année comme député, ne serait-ce que pour encaisser là, la prime de transition. Mais pour le reste, je veux dire, on voit aussi que je veux dire, comment dire, il est effectivement sur son départ, puis il y a une course à la chefferie qui commence. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça particulier que tout le monde faisait des hommages quand il a démissionné, un peu comme s'il était décédé. Tu sais, en fait, mais la réalité, c'est qu'il est toujours en vie. Je souhaite qu'il soit aussi longtemps que possible, mais il n'en reste que, ici, il démissionne, c'est parce qu'il y a un bilan de merde. Disons-le franchement, pour nous autres, là, c'est un bilan qui est indéfendable, puis qui est insoutenable, puis c'est la raison pour laquelle il est en bas dans les sondages. Puis, tu sais, moi, j'ai été gentil. Il y a quand même des points que je peux donner d'un point de vue positif. Ne serait-ce que pour les contribuables, les différentes choses qu'il a faites, l'harmonisation de la taxe scolaire. Il y a aussi la baisse d'impôt d'1 point de pourcentage sur les 2 premiers paliers d'imposition qui est entrée en vigueur en juillet 2023. Ça a l'air de rien, mais c'est pas mal la première baisse d'impôt sur le revenu qu'on avait en quasiment 20 ans au Québec. Puis finalement, on a eu la fin du prix plancher sur l'essence. Il y a du monde qui disait que c'est un coup d'épée dans l'eau. Je suis pas du tout d'accord avec ces gens-là. Parce que c'est une victoire de notre fédération en partant. Fait que moi, j'y tiens beaucoup. Mais c'est parce que ça n'a pas eu le même impact partout. Mais bref, ça, c'est pas mal la liste. Peut-être pas très exhaustive, là, mais la plus complète que je peux donner des bons coups de François Legault, parce que pour le reste, on a vu de l'interventionnisme à tue-tête, là, toute la filière électrique. On a vu toutes les histoires aussi les concessions qui ont été faites aux conventions collectives là, pour les syndicats essentiellement. Donc, tout ce qu'on a vu avec les augmentations de salaire qui sont au-delà de ce qu'on avait les capacités de payer, qui ont entraîné les déficits et tout ça, des déficits records qui nous ont donné une décote. Bref, honnêtement, d'un point de vue des finances publiques, c'est catastrophique, dans la mesure où est-ce qu'il n'y a pas du tout amélioré la situation. Puis non, c'est pas lié à la pandémie. Là. Il y a plusieurs indicateurs qui nous amènent à ça. Fait que, si vous voulez savoir entre les promesses qui ont été fomentées par son gouvernement et son parti, vous avez seulement à voir les entretiens qu'il a tenus, notamment, tout le monde en parle, quand il a bâti son mouvement, notamment en 2011. Et c'est de toute beauté. On est à des astres complètement histoire d'ajouter un petit peu de viande au sujet. Déjà que tu en as mis quand même pas mal de ton côté, Nick. Le gouvernement du Québec a embauché plus de 109 000 employés depuis 2018. Le coût de la rémunération globale de la fonction publique est passé de 44,8 milliards à 63,9 milliards l'année dernière. Une hausse d'environ 43%. Et pour ces chiffres, c'est justement d'un merveilleux sondage de la Fédération canadienne des contribuables que Nick représente. C'est sorti aujourd'hui. Parle-nous-en de ce sondage-là. C'est comme notre petit clou dans le cercueil. Je sais pas comment dire ça, parce que c'est comme une manière vraiment de consolider le fait que
Ben effectivement, sous François Legault depuis 2018, on a embauché pas mal de personnel. 109 000, c'est énorme. C'est 97 000 dans le secteur parapublic et les organismes. Puis le reste, à peu près 12 000 dans les ministères. Là où est-ce qu'ils promettaient de couper 5 000 postes initialement, ben, finalement, ils n'ont pas du tout livré la marchandise. Puis comme tu l'as mentionné, 43 % on l'a cité aussi, le coût de la rémunération a drastiquement augmenté dans les dernières années. Puis ça, c'est 43 % ne tenant pas compte de l'inflation. Si on tenait compte de l'inflation, ce serait plus aux alentours de 20 %. Mais ça reste une augmentation des coûts de la fonction publique qui augmente à un rythme 2 fois plus élevé que l'inflation, malgré tout. Puis quand tu regardes la croissance de la fonction publique totale, c'est à peu près 41-42 % sur une période de temps où est-ce que la population québécoise a augmenté d'environ 9 %. Là. Donc, il y a comme une dichotomie assez importante. Puis si on fait juste comparer avec comment dire, le secteur public uniquement dans le ministère, ben encore une fois, c'est 2 fois plus rapide dans la croissance de la fonction publique a été 2 fois plus rapide que celle de la démographie qu'elle est supposée servir. Fait que bref, tout ça pour dire qu'on a fait un sondage à une question pour savoir ce que pensaient les gens de l'effort qui est présentement mené par France-Hélène Duranceau pour réduire les effectifs. Là, on parle de pas loin de 5 000 postes d'ici 2027 qui vont être coupés, 2 000 déjà en cours qui sont apparemment déjà coupés et qui vont être confirmés dans le prochain budget pour 2026, puis 3 000 de plus d'ici mars 2027. Donc là, on voit, comme tu le montres à l'écran, 60 % des Québécois sont vraiment d'accord avec ces coupures-là, par rapport à 25 % qui ne sont pas tout à fait d'accord, puis un 15 % qui sont indécis. Puis si on tasse les indécis de côté, puis on les répartit, ben c'est 71 % des Québécois qui ont une opinion qui sont en faveur des coupures. Donc, il y a comme un mandat clair qui est donné. Là. Finalement, il n'y a pas juste les politiciens qu'on voit être de centre-droit ces temps-ci, mais on dirait que le Québec est de plus en plus de centre-droit sur cet enjeu-là. Est-ce que je me dirais qu'il y aurait certaines personnes de New York qui cognent du pied? Oui, c'est certain. Puis même que, personnellement, c'est ma petite théorie du complot. Une des raisons supplémentaires pour laquelle François Legault, je crois qu'il a démissionné, il y a sûrement parce qu'il y a une conversation avec plusieurs de ses ministres à huis clos, ne serait-ce que pour comme tâter le terrain, voir ce qui était probable, voir comment est-ce qu'il pouvait sortir de cette situation-là. Puis j'imagine qu'il y a une rencontre ou une conversation, pardon, avec Éric Girard, qui est l'argentier du gouvernement. Ben, pas tout à fait, là, c'est plus France-Hélène Duranceau, mais anyway, dans ce cas-ci, c'est pas mal lui qui peut donner un peu l'idée d'où est-ce qu'on est rendu dans les finances publiques, puis c'est quoi les indicateurs présentement. Puis je pense que la seule chose qui peut encore peut-être sauver François Legault, c'est d'avoir un bon budget en mars. À la limite, pour avoir de la marge de manœuvre, pour distribuer des nananes électoraux, pour essayer de faire des annonces d'investissement majeurs à quelques semaines, quelques mois des élections. Je pense que c'est pas l'unique chose. Il y a une accumulation de stock pendant les 2 dernières années, mais c'est de se faire effectivement dire, ben écoute, ça se peut que le budget que tu présentes en mars, on va être encore dans un déficit aux alentours de 10-11 milliards. Ça ne donne aucune marge de manœuvre, puis on n'a pas le choix de continuer à couper dans la fonction publique parce que justement, l'année dernière, c'est Standard & Poor's qui est venu cogner à notre porte. Là, il y a peut-être d'autres agences qui commencent à briefing down your neck. Là, c'est pas mal ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils sont là, ils regardent, puis ils attendent de voir qu'est-ce qui va se passer au prochain budget. La dernière mise à jour économique n'était pas super non plus. Là, on faisait juste dire que finalement, le déficit était à 12,4 milliards. Peut-être que ça va s'empirer. Mais ce qu'on sait, c'est que les finances publiques ne sont pas du tout améliorées et qu'il n'y a pas d'indicateur au vert présentement. Là, il y a un autre sondage qui, juste rapidement avant que Serge poursuive, il y a un autre sondage qui mentionne qu'est-ce que le gouvernement du Québec devrait faire en matière de priorisation économique. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais on est toujours dans investir, investir, investir. J'essaie de trouver ce sondage-là. Bref, ça n'a pas un lien direct avec ce qu'on est en train de parler, mais je l'ai rempli. Je voulais juste voir si vous en avez parlé. Vous en avez entendu parler récemment. C'est soumis par qui comme sondage? Bon, je viens de quitter. Bon. Ouais, j'en pose la question. C'est une chose qui arrive. Ça ne me tentait plus de répondre. C'est le gouvernement du Québec en lui-même, en fait. OK. C'est dans les consultations prébudgétaires. Oui, OK. Il y a genre 4 questions, là. c'est à peu près ça. Genre. Oui, c'est ça. C'est 4 très questions orienté. et 4 sujets, oui. C'est quand même drôle parce qu'ils font une consultation, mais tu peux pas rentrer ton nom, il n'y a pas de colonne haute, de case haute, tu peux comme rentrer des conseils ou autre. Je comprends qu'il va peut-être se protéger contre les gens qui voudraient être bombardés de ça d'insultes, là, mais à la fin de la journée, demande l'identité des gens pour faire en sorte que tu as une forme de crédibilité au processus. Là, ça peut être fait par n'importe quel bot.
puis c'est tout croche. 4 choix de questions très orientés, donc c'est très mauvais. Mais en tout cas, si vous voulez le remplir, puis j'encourage nos supporters à le faire, parce qu'il y a quand même des choix de réponses qui sont intéressantes là, pour réduire le fardeau fiscal des contribuables, équilibrer le budget, tout ça, ça reste dans les choix de réponses, mais c'est quasiment caché. Là. C'est pas ça qui est mis en première ligne. Fait que, Faut que tu comprennes. Faut que tu le exact. déduises. C'est ça. Mais là, avec le bilan désastreux de Legault, on s'en va en campagne électorale et il va y avoir des partis qui vont promettre mer et monde, qui vont nous promettre plein d'autres programmes, plein d'autres dépenses. Est-ce que c'est juste une pièce de théâtre? Est-ce qu'un nouveau gouvernement va pouvoir avoir une marge de manœuvre avec un tel désastre de nos finances publiques? C'est une bonne question, surtout que le gouvernement qu'on s'imagine avoir à partir d'octobre prochain, ça risque d'être un gouvernement péquiste. Du moins, c'est ce que les sondages disent. C'est pas, tout n'est pas terminé encore, là. En fait, surtout en politique ces temps-ci. Dans les derniers mois, il y a bien des choses qui ont changé du jour au lendemain. Mais on s'entend qu'un gouvernement souverainiste, en ce moment, il va devoir pédaler pas à peu près au niveau de l'argumentaire pour dire, ben, inquiétez-vous pas, tout va bien aller, on a de la marge de manœuvre. Je pense que n'importe qui veut comme convaincre la population... C'est surtout l'argent qu'on envoie à Ottawa, voyons qu'il va nous sauver le cul. Ah ouais. Ben, non, c'est ça, ben, tu sais, c'est comme... Si tu as, un déficit majeur puis tu as un autre décote des agences de crédit qui débarquent, ça va être dur de convaincre 50% plus 1 de la population. Là. Fait que juste pour eux autres, ça va être dur. Là. Ça, il faut le dire, puis on le dira jamais assez, là, l'argument massu du PQ, comme quoi qu'on envoie 85 milliards à Ottawa puis qu'il en revient 16 avec la péréquation, là, je veux dire, c'est du BS, OK? Oui, on envoie 80-85 milliards à Ottawa, mais la péréquation, 16 milliards, n'est qu'une micro-fraction de ce qui revient. Ça prend pas le transfert en santé, ça prend pas un paquet d'autres transferts. Les transferts aux personnes, les transferts en santé, les transferts aux municipalités, genre, etc. Peu importe la manière qu'on le calcule, là, on reçoit du fédéral plus qu'on envoie à Québec. Je ne dis pas que l'argent à Ottawa est bien dépensé. Ça, c'est un autre débat. Mais le fait qu'on va récupérer des milliards avec une souveraineté, là, ça n'existe pas dans aucun scénario. Là. Non, puis pour embarquer sur le même point, on sous-estime aussi, puis je veux pas embarquer non plus dans l'argumentaire, je suis fédéraliste, puis mort à la souveraineté, c'est pas ça mon point, mais on sous-estime aussi qu'il y a beaucoup d'agences puis de sociétés d'État fédérales qui remplissent des fonctions qui sont pas présentement occupées par des équivalentes au Québec, mais qui sont financées à même les transferts du fédéral, puis qui desservent les Québécois. Tu sais, un exemple flagrant, que c'est Radio-Canada. Radio-Canada, c'est quand même très apprécié au Québec, mais il y a une partie des taxes qu'on envoie qui nous reviennent en plus grande proportion aussi, parce que quand tu y penses, Radio-Canada, je veux dire, c'est 50% anglais, 50% francophone, mais je veux dire, la plus grande partie, c'est comme pas vraiment égal là, de la manière que c'est réparti par rapport à l'autre soir. Sur le site, là. Exact. Donc, tu sais, c'est pas réparti équitablement. Donc, tout ça pour dire qu'on pourrait rentrer longtemps dans ces débats-là. Attendez, vous avez oublié le transfert des pensions. Monsieur Paul Plot-Bonbon, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais avoir 10 personnes qui vont se désabonner suite à cette insulte, mais je m'en calisse. En train de dire justement qu'ils vont doubler les pensions. Hein, que, étant donné l'argent du fédéral arrivé au Québec, on va doubler les pensions. Donc, pour pas faire peur aux personnes aînées, c'est quand même assez spécial. Là. Ouais, ben c'est pas surprenant parce que tu veux pas dire non plus l'inverse. Inquiétez-vous pas, on va trouver un plan B une fois que l'indépendance va être faite. Je pense que ça rassurerait personne. Mais tu sais, si pour le PQ, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre, en ce moment, c'est quoi la marge de manœuvre qu'on a pour la CAQ en ce moment de rétablir, de remettre de l'ordre dans les finances? C'est quoi la crédibilité qu'on accorde au parti? Puis cette même question-là peut être posée au PLQ, que l'ADN n'est plus tout à fait la même que celle de Philippe Couillard à l'époque. Fait que, tu sais, à part de ça, il y a les conservateurs à 16%. Ils pourraient peut-être avoir quelques sièges, mais c'est pas tout à fait eux qu'on voit gérer le Québec, ni même Québec solidaire là, à court moyen terme. Mais imaginez le bilan du gouvernement Legault, parce qu'on parle possiblement, le PQ va prendre le pouvoir, il va devenir empereur du Québec, mais il va avoir des croûtes à manger puisque les finances publiques sont à sec de façon monumentale, de façon catastrophique. Donc, proposer, peu importe que ce soit le PQ, que ce soit le PLQ qui gagne des élections au prochain suffrage, ils vont manger ça assez raide. Alors, pour ce qui est du bilan de Legault, avec ce que ça soit... j'essaie de pas prendre trop de pseudonymes non plus, parce qu'à un moment donné, ça devient pas trop crédible, mais que ce soit M. Drainville ou Mme Fréchette qui emporte la chefferie prochainement, deviennent premier ministre pas d'un jour, mais de quelques temps avant les élections, ils vont avoir beaucoup de difficultés là, avec ce que M. Legault
pendant déjà 2 mandats majoritaires, a massacré les dépenses publiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je vais intervenir directement. Là. Ben, en fait, euh, je, je veux dire, j'ai hâte de voir c'est quoi les plans de Christine Fréchette et de Bernard Drinville. À date, c'est pas mal les deux seuls qui vont se présenter. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il y en est. Une chose est sûre, par exemple, c'est que Christine Fréchette est pas mal dans la continuité par rapport à ce que la CAQ fait. Là. Je veux dire, quand même ministre de l'économie, puis elle a passé les dernières années à défendre l'héritage de Pierre Fitzgibbon, dont la filière électrique, dont les multiples dérapages qu'on a vus. Je veux dire, ça prend quand même beaucoup de guts pour faire ça, mais ça demande. Il faudrait qu'il y ait une vision politique qui soit arrimée à sa personne, puis pour l'instant, on ne la connaît pas. Mais j'ose croire qu'elle représente cette continuité. Tu sais, le genre de petits coups de gouvernail qu'on a eu là, avec justement la France-Hélène Duranceau qui commence à couper dans les différents ministères, Bernard Drinville au ministère de l'Environnement qui commence à justement là, faire des reculs sur le mandat sur les voitures électriques ou sur l'objectif pour la réduction des GES. Donc, il y a comme un virage centre-droite qui s'opère présentement à la CAQ, qui est indéniable. Maintenant, c'est la crédibilité auquel on peut y accorder, considérant que ça arrive à la fin d'un deuxième mandat, considérant que les finances publiques sont dans une mauvaise situation. Je veux dire, le coût de la dette est rendu à 10 milliards par année. La dette elle-même, sous la CAQ, est passée de 199 milliards à 276 milliards. Puis c'est pas comme si on voyait beaucoup de résultats en contrepartie qui nous donnaient espoir que, OK, on s'est peut-être endetté, mais on a quand même mieux après ça. On va pouvoir rembourser la dette. Non. Là, on a l'impression qu'on est dans cette spirale d'endettement puis on n'a pas de plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Ça reste encore très, très problématique. Et Puis, on ne peut pas revenir à hausser les taxes de façon monumentale, puis hausser les impôts. On ne peut plus se permettre de faire cela. Donc, comment le gouvernement il va sortir de son chapeau en disant « Ah oui, il y avait le projet Fleuve Saint-Laurent, et on va pouvoir peut-être rentabiliser nos ressources naturelles à la dernière minute. » C'est abracadabrantesque, là, selon moi. Ben, c'est un peu fou, c'est un peu l'équivalent de Mark Carney qui espère changer toute la dynamique commerciale canadienne en un mandat ou 2 mandats, là, alors que c'est une dynamique qui s'est constituée au courant de plusieurs décennies. Tu peux pas changer ça du jour au lendemain. Des chaînes d'approvisionnement, tu peux pas changer ça du jour au lendemain. Puis dans le cas, par exemple, de la CAQ, c'est pas comme devenir le parti qui a, d'une part, saboté le projet GNL Québec puis qui ont fait une loi pour interdire le développement des hydrocarbures. Puis après ça, dire finalement, on commence à être intéressé à parler de pipeline puis on n'est pas tant fermé aux idées de gaz naturel. C'est parce qu'il y a quand même un paquet d'investisseurs sur le marché des hydrocarbures qui se sont comme désistés de cet intérêt-là envers le Québec à cause du contexte politique qu'on a créé au cours des dernières années. Fait que redonner goût aux investisseurs de se pointer, ne serait-ce que dans ce secteur-là précisément, je pense que c'est pas mal mort. Puis pour le reste, on va voir pour la suite des choses. Pour Bernard Drinville, j'ai parlé beaucoup de Christine Fréchette. Pour Bernard Drinville, j'ai aucune idée. Ça va être quoi d'autre que la réorientation qu'on voit présentement. Je tiens à dire que c'est quand même plus un politicien plus à gauche, généralement, malgré tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'il a pu dire récemment. Fait qu'est-ce que ça. Quand ça va être le temps de parler de finances publiques, ça va être quoi son discours? J'ai hâte de voir ça. Ben, il va y avoir une option, c'est-à-dire de remonter le jardin de Gethsemane pour reprendre le pardon par rapport au troisième lien. Parce qu'on le sait, quand il a larmoyé devant le Saint Crucifix de notre Seigneur, l'Assemblée nationale, pour s'excuser à quel point il retournait son chapeau de côté. Par rapport au troisième lien, ben, je pense qu'il va devoir se faire pardonner. Ouais, puis tu sais, l'ironie de la chose un peu en ce moment avec qu'est-ce que tu parlais, Nicolas, tantôt, avec l'impossibilité pour un investisseur, entre guillemets, étranger, c'est-à-dire un investisseur albertain ou de l'Ontario, peu importe, d'arriver ici dans la filière gazière, ben, c'est qu'au Canada, pour revenir sur le premier sujet du premier podcast qu'on a fait ensemble, une des grosses raisons pour laquelle on a un problème de productivité, c'est l'absence quasi complète d'investissement étranger. Le Québec, de par ses politiques, en favorisant extrêmement une seule filière et en disant « fuck you » à tout le reste, ben, ça décourage. Puis un coup qu'ils sont partis, ils sont partis ailleurs. Ça se peut qu'ailleurs, c'est le plus intéressant que ça, parce que c'est plus stable.
Puis justement, il y en a peut-être quelques acteurs qui seraient intéressés à développer au Québec, mais ils vont demander des engagements de la part du gouvernement. Puis c'est une industrie dans laquelle le gouvernement devrait juste pas s'imposer. Puis on parle des ressources naturelles à large, pas juste les hydrocarbures, mais dans d'une n'importe quelle manière, si on parle du secteur minier, le secteur minier aussi, c'est un autre exemple. On a reculé. Avant, le Québec était une véritable une manne pour l'industrie minière. On était super bien coté. Là, je pense qu'on est passé de 7e à 16e je pense, dans un classement là, des meilleures juridictions pour les entreprises minières en Amérique du Nord. Ou du moins dans le monde minier. Fait qu'on a quand même reculé drastiquement, puis ça, c'est à cause de toutes les réglementations qui se sont ajoutées dans les dernières années. Fait que, tu sais, comment dire, déjà que la CAQ, puis c'est hors de toute partisanerie, là, c'est vraiment en fonction des faits et de ce qu'on a observé. Ils ont promis. Tout ce qu'on voit qui s'est déroulé, c'est tout ce qu'ils promettaient l'inverse, essentiellement. Là. Je veux dire, la gestion des finances publiques qui est carrément chaotique, ils promettaient l'inverse, ils promettaient une meilleure gestion de la fonction publique, c'est jamais arrivé. Ils promettaient après ça, développement des ressources naturelles de manière sécuritaire, respectueuse de l'environnement. Finalement, on a fait du surplace, puis on a plutôt garoché du cash sur la filière électrique. Je veux dire, c'est une déception sur toute la ligne. Fait que c'est un peu dur de dire du positif de la CAQ à ce niveau-là. Parce que tout ce qu'on espérait qu'il change éventuellement n'a pas changé sous la CAQ. La preuve, on n'a toujours pas une première pelletée de terre là, pour le 3e lien de Québec. Là. Ça fait combien d'années qu'on est sur cet unique débat-là? Ça démontre l'héritage de la CAQ. Là. Il n'y a rien qui a bougé vraiment à part quelques petits projets de loi. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, si tu mets le partage, mon Sam, quand tu dis qu'il y a peut-être quelques compagnies qui seraient intéressées. C'était Serge qui voulait faire un Ouais, follow-up. j'ai un tout petit follow-up de 2 secondes. Il faut dire qu'à Wallinac, sur une réserve autochtone présentement dans le centre du Québec, il y a Quester qui opère. On chiale beaucoup sur les claims autochtones dans les dernières années, comme quoi que c'est terrible. Mais de l'autre côté, ça leur donne une liberté de faire comme « Hey, salut, votre moratoire, je m'en fous. » C'était ça que j'avais à dire. Non, c'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait encore cette résistance-là. Je savais qu'il y avait Quester, mais c'est pas mal une des seules gazelles avec Utica qui est encore impliquée. Puis Utica, je pense que c'est plus de manière légale impliqué dans des poursuites contre le gouvernement pour l'expropriation. Je dis en tout respect pour eux autres. Je dirais pas jusqu'à dire que je souhaite qu'ils gagnent quand même parce que c'est nous les contribuables qui allons payer pour ça. Mais le gouvernement était dans le tort tant qu'à moi d'un peu initialement. Mais tu sais, justement, on le voit aussi avec tout le débat des armes à feu, puis c'est les départements de police après les provinces qui refusent complètement d'obéir ou d'appliquer le programme fédéral. À un moment donné, je pense que c'est pas faire de la résistance nécessairement, mais je veux dire, il y a des façons d'essayer de contourner ou de se battre avec le gouvernement, surtout quand tu as de l'argent en plus. Mais je vais revenir à sa course à la chefferie, puis que la CAQ a fait une course à la chefferie digne de la CAQ, c'est-à-dire complètement ratée. Parce que, je veux dire, la recette était là avec Justin Trudeau puis Carney. Je veux dire, il fallait que tu ailles chercher quelqu'un de l'externe avec un beau CV. Ils ont pris 2 personnes de l'interne avec des CV assez ordinaires. Mais justement, pour Bernard Drainville, la solution ne serait-elle pas de tirer François Legault en dessous du bus? Ben, dans quel sens? De dire que François Legault a renié ses promesses, a renié tel engagement, puis que lui, il va les... J'étais arrivé en 2022 pour telle chose. Finalement, on n'a rien fait de ça. Hey, c'était intéressant. J'avais jamais vu ça. Excusez, là, je mets un point d'enthousiasme. Là. Et c'est génial ce que Serge est en train de dire. Que François Legault, François Ier de son prénom, est un agneau sacrificiel pour les candidats qui vont faire en sorte que la CAQ va renaître. Ça serait parfait. Ben, le pire, c'est que ça serait quand même, honnêtement, de la politique de haute voltige si jamais ça se produisait. Par contre, je veux dire que c'est assez improbable. Puis peut-être que je me trompe carrément, puis ça serait drôle. Moi, je préfère le scénario de Serge, justement, parce que ça permettrait justement d'avoir un peu plus d'action dans cette course à la chefferie, où est-ce qu'on a l'impression que ça va s'enligner sur un couronnement ou presque. Mais là où je pense que c'est improbable, c'est parce que c'est pas le parti de qui que ce soit d'autre que de François Legault. C'est lui qui l'a fondé. Puis c'est comme une genre de course à la chefferie qui va ressembler à plus Kiss the Ring, if you want to climb up.
sinon, ben, si tu t'attaques à François Legault, c'est que quasiment tu vas te mettre à dos le reste du caucus automatiquement par souci de fidélité envers le chef. Fait que ça, c'est une possibilité. Puis c'est pour ça que, je veux dire, c'est ça, il y avait une possibilité d'accueillir quelqu'un de l'extérieur. Là. Je sais pas, Mario Dumont, on sait qu'il ne se serait jamais pointé. Guy Cormier, il a peut-être hésité, mais finalement, il voyait l'état des choses puis il s'est dit, c'est peut-être pas le bon moment. Mais de toute manière, la CAQ, c'est peut-être le plus gros problème, c'est que c'est un parti qui a mis beaucoup d'efforts pour arriver au pouvoir, puis pour y rester dans une certaine mesure, mais ils n'ont pas mis énormément d'efforts pour créer le mouvement en arrière qui servirait pour attirer une base partisane solide, faire en sorte que tu te ramasses avec une course à la chefferie qui va attirer les foules, attirer des donateurs. Parce que, tu sais, le PLQ, malgré ça, ils ont eu une course à la chefferie qui a duré je ne sais pas trop combien d'années. Ça s'est fini comme tout croche. Après 6 mois, Pablo Rodriguez démissionne. Et pourtant, le PLQ est quand même au-dessus d'un sondage par rapport à la CAQ pour plein de raisons. Mais c'est un parti qui, malgré tout, se maintient dans une posture où est-ce qu'ils peuvent rester compétitifs, faire des courses à la chefferie qui attirent certaines pointures. Là, on se doute que ça va se finir en couronnement là aussi. Mais s'il y avait eu comme 2 ans de plus, mettons, avant les prochaines élections, là, la course à la chefferie du PLQ aurait été très différente, même si ça ne serait pas la première. Là. Ah, tu leur donnes un petit peu trop de mérite. Ouais. C'est tout ce que je veux dire. Peut-être. Mais écoute, mais tu sais, dans les bons coups de François Legault, il s'est lui-même lancé des fleurs pour avoir augmenté de 57% le budget de l'éducation sur 6 ans, alors que les élèves ont juste augmenté de 10% la quantité d'élèves. Fait qu'il a investi beaucoup plus par élève, et pendant ce temps-là, les tests PISA ont baissé. Oups. Et puis, tu sais, le problème avec ce gouvernement-là. Juste précision, la baisse PISA généralisée à l'heure du Canada, là, c'est pas juste titre, là, mais ça n'a rien aidé de donner plus de cash. Là. On a suivi la tendance canadienne. Là. Non, surtout que, tu sais, à la fin de la journée, quand ce gouvernement-là, qui c'est assez particulier, c'est un gouvernement de comptable, comme on dit souvent, puis ils vont dire que des investissements en éducation égale des augmentations de salaire. Ils vont dire que c'est. Ils augmentent le capital humain. C'est ça, ils augmentent le capital humain, puis ils disent que c'est un investissement. C'est pas tout à fait la même chose. À mon avis, ils augmentent les salaires parce que tu le sais, dans les budgets, à quel point la pointe de tarte relevée aux emplois augmente parce qu'on augmente toujours des salaires de plus en plus abondants. Il n'y a jamais un gouvernement il n'y a jamais eu un gouvernement qui a autant augmenté le nombre d'employés de soutien dans le réseau. Et malgré ça, les syndicats passent le temps à dire qu'il en manque. Écoute, Nicolas, je sais que tu as un hard stop très bientôt. Donc, je vais te poser la question qui est dessus. Donc, avec le recul, et c'est pas la foira de la semaine, parce qu'on fait déjà une foira de la semaine. Avec le recul, François Legault aurait-il été un réformateur du modèle québécois comme il souhaitait l'être, ou était le premier ministre qui l'a rendu irréversible son atrophie du modèle? Ni un ni l'autre, dans le sens que je pense il y a eu plusieurs opportunités pour réformer le modèle, puis on l'a vu jusqu'à tout récemment, là, tout ce qui s'est passé avec les négociations avec les médecins, puis ça a duré 2 ans, aucun changement. La loi 3 sur les réformes avec les syndicats, ça arrive pas mal à la fin de son mandat, puis ça risque d'être échappé d'ici les prochaines élections peut-être. En tout cas, j'espère que non. Pour le reste, on espérait des grandes réformes au niveau de la transparence, de l'accessibilité, à tous les niveaux par rapport à la gouvernance de l'État. Aucun indicateur s'est amélioré. On a juste accumulé les fiascos dans la filière électrique, dans les projets informatiques, dans tout ce qu'on a vu était vraiment chaotique. Puis jusqu'à maintenant, j'ai même pas parlé de la pandémie. Hein. J'ai fait exprès de jamais parler de la pandémie parce que pour moi, ça dépasse largement ces années-là. Mais de l'autre côté, est-ce que c'est lui qui indique la fin du modèle québécois? Je pense pas. Puis est-ce que le modèle québécois, on a déjà fait une conférence là-dessus, d'ailleurs, à Québec. J'ai tendance à dire qu'il n'est pas sauvable. Est-ce qu'il y a des réformes qui peuvent être faites? Oui, mais il est minuit moins une présentement. Fait que le prochain gouvernement, il est mieux d'avoir des idées claires sur comment est-ce qu'on va améliorer les services, sauver les finances publiques du Québec, puis mettre de l'argent dans les poches des contribuables. Puis pour l'instant, le gouvernement en attente, il parle d'indépendance. Beaucoup trop, à mon sens, parce qu'il ne semble pas avoir le mandat pour l'accomplir. Dans l'optique actuelle, je pense que le mandat que les gens veulent donner à travers un vote contestataire, c'est un PQ qui va diriger, faire de la gouvernance, réparer les pots cassés de la CAQ. Puis si jamais vous faites vos preuves, on pourra parler d'un sujet plus intéressant comme faire du Québec un pays. Puis bon, là, je vais me faire attaquer par tous les souverainistes, puis les caribous vont me tomber dessus. Mais c'est ça, je pense que
on est comme dans un moment crucial présentement, puis encore là, je parle même pas de notre contexte avec la guerre politique, la guerre commerciale américaine, par exemple, qui nous fragilise, puis pour laquelle on n'a pas vu beaucoup de solutions là, être mis de l'avant par, en fait, les députés à l'Assemblée nationale, carrément. Il y a un deal incroyable, exceptionnel avec la Chine. Ouais. Fin de parenthèse. Ouais, non, mais écoute, tout ce que je veux dire, c'est le mandat qui a été donné à Carney, c'est de nous rapprocher des États-Unis puis de régler des négociations avec Trump, pas de nous rapprocher d'un État communiste ou d'un État islamique comme le Qatar. Je pense que c'était pas le mandat qui s'est fait donner, mais bon, il y a du monde qui semble être satisfait de ça. On verra. Écoute, Elbows up, ouais. En parlant d'islamisme, ça nous fait une belle transition vers un des sujets qu'on va aborder après le départ de Nick. Vous aurez compris, c'est une formule plus courte ce soir, les Afuera de la semaine avec un petit invité spécial, on ne pouvait pas le manquer. T'es-tu en train de dire qu'il est petit, Nick? Non, c'est qu'il n'est pas là longtemps. Comment hostile. Attends, mais j'ai-tu une liste d'Afuera de la semaine? Ben, pas vraiment. L'héritage de François Legault, c'est mon ultime Afuera. On va affouerer la CAQ. Mais juste d'affouerer François Legault, c'est ça. J'y souhaite santé puis tout le temps du monde pour lire les livres qu'il veut. Okay. Un gros merci à toi, Nick. Il est fin. Ça fait plaisir. Merci, Nick. Merci beaucoup. Puis à la prochaine. À la prochaine. Non, mais il vient quand il veut. Il vient quand il veut. Fait que je quitte comment, là? Juste pour... Il est où le bouton livre? C'est le X. C'est bon, yes. Fais juste fermer la page. C'est bon. À bientôt, tout le monde. Salut. On garde cette bouche-là. Bon, oui, il n'y a rien à changer. Je veux dire, on n'a pas à modifier quoi que ce soit. Hey, écoute, j'inverse. Tu avais parlé de la cuisine sans permis en premier, mais on embarque sur la LAL tout de suite. On ira sur la cuisine sans permis après. Pardon, on embarque sur? Sur la cuisine halal. Sur la viande halal. OK, j'avais entendu un autre mot. Non. Je fais de la couffaine. Non. Parce qu'on parlait déjà que quand Nick parlait que c'était un kiss the ring, moi j'étais plus comme ça va être un rim job. Mais... C'est tellement vulgaire. Excusez-nous, là, mesdames et messieurs. C'est un public averti. Le podcast le plus populaire au Québec, c'est sexe oral. 80%, c'est des Québécois. Ils sont masculins. Allez chier, je peux bien parler de rim job. Puis vous Alexandre Lachance vient de rentrer dans... Alors, Alex, on te remercie énormément. Oui. Alex est toujours avec nous à l'intérieur des interstices de notre podcast, comme l'ombre. Fait que, hormis m'avoir trompé de podcast pendant que je vous écoutais, fait que, qu'est-ce que vous pensez de du truc halal? Yes. Je vous lance là-dessus. Serge, t'avais pris le temps de ton bord de lire un petit peu plus sur le sujet. Genre 2-3 petits commentaires puis une petite réflexion, mais je veux te laisser introduire. Yes. Ben, en tout cas, je sais pas si tu avais l'article. Ouais, je l'ai. Je peux faire le share. OK, tu peux faire le share. Donc, il y a eu une annonce, je crois que c'est le 12 janvier. En tout cas, ça fait près de 2 semaines. Le gouvernement fédéral a... Donc, attends, j'essaie de retrouver où c'est que je suis. C'est le 12. C'est ça. Oui, a fait une annonce comme quoi qu'il investissait 2,2 millions de dollars pour renforcer la filière du bœuf halal. Donc, c'est ça. Fait que je voulais faire, c'est mon Afuera de la semaine, c'est l'Afuera principale de la semaine. C'est pas une question que ce soit halal, cochère, chrétien ou peu importe. Je veux dire, le gouvernement, à mon sens, n'a pas d'affaire à investir ce genre d'argent-là pour les abattoirs points, mais ça vient avoir un plus gros programme. En lisant le texte, c'est que le gouvernement fédéral a créé un programme de 25 millions de dollars, donc qui est le Kosher and Halal Investment Program. Donc, 25 millions sur 2 ans où les compagnies, les abattoirs vont pouvoir faire des demandes de subventions et vont pouvoir être financés jusqu'à hauteur de 2 millions chaque. Jusqu'à un budget total de 25 millions. La Atlantic Beef Product, on parle d'une entreprise. Là, on met toutes les buzzwords, c'est pour dans l'esprit de la politique du Buy Canadian, c'est pour la souveraineté alimentaire. Je veux dire, personnellement, là, j'ai pas d'opinion, ou je suis pas pour, je suis pas contre que la viande halal ou la viande cochère ou peu importe, mais à un certain moment donné, je veux dire,
si tu veux offrir un produit X, ben, c'est à toi d'investir pour ce produit-là. C'est pas au gouvernement de te subventionner parce que tu as un côté religieux en arrière de ça. Mais écoute, là, je vais faire mon nationaleux de salon. Là. Il y en a Yes. beaucoup, il y en a même au Salon Bleu. Là. C'est juste Mhm. ça qu'ils font, mais oui. Et vu que c'est le gouvernement fédéral qui nous oblige, qui nous impose le multiculturalisme, pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas nous compenser pour être capable, justement, compenser les abattoirs pour éviter que nous, ça nous coûte plus cher? Ça nous coûtera le prix que ça nous coûtera. Là. Mais Mais il y a, il y en a- fait, il y a un c'est surtout angle. que, en réalité, là, pour avoir travaillé dans le milieu pendant quelques années de l'agroalimentaire, il y a des petites différences de normes entre les normes québécoises, les normes canadiennes. On avait parlé un petit peu avec Sylvain Charlebois, le food professor. Il y a des petites différences de normes aussi entre le cachère et la halal. Les différences ne sont pas majeures. En réalité, la plupart des usines, là, ils seraient capables de fonctionner, d'avoir une usine juste halal, là, puis ils te le disent même pas. Je te dis pas que c'est bien qu'ils te le disent pas. Non, Je te dis c'est qu'ils ça. pourraient pas te le dire. Ça t'en rendrait pas compte. Il y a un angle à faire, c'est que le premier angle, c'est que c'est celui d'un détournement de fonds publics vers une niche religieuse. C'est ça qui m'énerve. Parce que Oui. si ça vient de courant que, bon, on s'entend qu'il y a des juifs, il y a des musulmans, on s'entend que le halal, c'est tel quel. C'est l'affaire de dépenser pour ce genre de choses-là. Tu sais, des commentaires pourraient dénoncer peut-être un subventionnement du halal payé par les contribuables, mais Oui, mais même si c'était catholique, chrétien, ça c'est ramasse. pas le C'est ça, rôle c'est du toute gouvernement chose étant égale fédéral. par ailleurs. C'est que la concurrence entre les ordres du gouvernement, c'est que présentement, qu'on finance un ou qu'on finance l'autre, c'est pas on finance l'un, c'est on finance l'autre aussi. C'est l'affaire, c'est pas l'équité fiscale que je parle, c'est les subventions à chaque fois. On n'aura pas besoin de parler de laïcité ou quoi que ce soit, parce que quand même, ça s'appellerait les boucheries Jean-Marc Léger. On s'entend que Jean-Marc Léger, de Sorel-Tracy. Il n'existe pas, là, on s'entend, c'est un nom fictif. Là. Je ne vais pas faire de name dropping ici. Là. On Surtout que j'en s'entend. connais un que ce nom-là, puis il reste pas sur le Tracy, mais je sais où ce qui reste. C'est ça. Je sais dans quel coin il reste. Mais c'est parce que un gros problème aussi à la base là-dessus, c'est que pour les abattoirs, pour la viande, tout ça, je pense que le procédé d'approbation fédérale, puis je dis pas que le gouvernement fédéral ne devrait pas avoir son rôle à jouer, parce que je suis pas un libertarien pur laine à fond de train qui ne devrait pas le gouvernement. Je dis pas que le gouvernement ne devrait pas avoir un rôle de la production de nourriture, notamment au niveau de la salubrité, puis s'assurer que les produits sont propres à la consommation. Mais je veux dire, justement, tu as un rôle réglementaire, tu as un rôle d'arbitre, tu n'as pas un rôle de participant de décider quel type de viande, quel type de procédé devrait être priorisé sur un autre procédé avec des subventions. Puis je pense que le procédé, le fait qu'au Canada, comment que ça fonctionne, parce qu'il y a des différences au Canada et au Québec, mais il faut que tu approuves le procédé. Il faut que le procédé soit approuvé avant que tu commences à faire ton processus. Il faut que ce soit approuvé par les fonctionnaires qui passent au travail. Mais après ça, là, je veux dire, oui, il va y avoir des spot tests, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder, honnêtement. Parce que, tu sais, ça nuit à l'innovation. C'est qu'au lieu d'approuver un processus puis dire c'est comme ça que ça marche, puis si tu veux changer ton procédé, bien, il faut que tu nous soumettes 3 copies carbone avec des permis, des propositions pour que ça soit évalué par un fonctionnaire, évalué par ça. Au lieu, là, le gouvernement ne devrait que faire l'approbation, faire des spot checks, des échantillonnages à plusieurs points critiques au niveau de de la chaîne de production et des tests qui sont faits par des laboratoires indépendants, que ça soit aussi accessible. Et tu peux faire des tests avant l'abattage, donc t'assurer que les animaux sont en santé. Après l'éviscération, avant la transformation, tu peux tester le produit final. Tu as plein de spot checks dans la production. Puis tant que tu atteins des spot checks, puis tu passes les normes de salubrité et de sécurité, je veux dire, le reste, comment tu te rends là, devrait être beaucoup plus libre aux producteurs, à l'usine d'abattage ou peu Je pense importe. juste au Bloc québécois qui pourrait dire ben ça prendrait un ministère du bœuf païen. Tu sais, je veux dire, ça n'en prend un. Non, mais. Tu sais, un petit follow-up. Tu dis qu'il y a des inspecteurs qui sont là et autres.
Il y a certains abattoirs où ce que l'Agence canadienne est là en permanence. OK? L'Agence canadienne de salubrité des aliments est là tout le temps. Elle n'est pas là juste pour faire les spot checks, elle est là tout le temps. À un point, là, ils se rendent jusqu'à. Ce point-là, je suis quand même d'accord, parce que dans le cas du poulet, il y a un paquet de problèmes qui peuvent s'en venir de ça. Mais au niveau de la sanitation, ils sont assez intenses. J'ai déjà eu à rajouter des jets dans une laveuse à cage. Que tu regardais la cage, là, moi je la regardais, puis comme. Écoute, je vais te croire si tu me dis qu'elle est sale. Mais visuellement, je le vois pas. Ça, c'est correct. Ça fait partie de la sanitation. Je suis prêt à dealer avec. Mais ils vont dans des enjeux de CNSST aussi. Que ça les regarde pas, la SST. C'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est le procédé. C'est pas ton processus. Oui, ils peuvent toucher un petit peu dépendamment, là, mais tu sais, leur rôle premier, c'est pas ça. C'est pas de regarder où la SST. Est-ce que ta main courante est conforme? C'est pas leur rôle. Surtout dans un endroit où il n'y a pas de risque que la personne tombe dans le produit, tu sais. Des fois, tout à fait. c'est voir un petit peu trop loin à des endroits que ça n'a pas nécessairement de lien. Tu sais, il y a une main courante qu'il a fallu que je change 3 fois à mes frais. Le client l'avait accepté. L'agence ne l'a pas accepté. Il a fallu que je la change à mes frais. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de changements, puis ça pourrait au pire pas faire l'objet d'un podcast éventuellement plus long si c'est quelque chose qu'on veut explorer. Mais c'est ça, je voulais juste affairiser les subventions pour les abattoirs pour des questions religieuses, que ce soit voyez, halal, kosher, on chrétien, peu vient importe. sur l'idée, ben c'est ça l'affaire. La conclusion de ça, c'est en disant, ben là, vous attaquez pas le halal, il est clair que selon les livres qu'on voit, nous, les nationalistes ou les socialistes, de voir que le halal est une façon pour l'islam de s'intégrer dans le commerce, tout comme elle s'intègre dans la guerre et dans la politique. Mais le point n'est tellement pas là. Je veux dire, il y a tellement de subventions qu'on donne à gauche et à droite, et la priorisation de ces subventions-là va en faveur de tu sais, c'est là le point central. Parce que, ouais, mais, non, pas oui, mais. Parce que si on va au premier point qu'est la subvention en elle-même, on n'aura pas nécessairement besoin de traiter ce genre de cas de religiosité. Maintenant, peut-être changer, évidemment, le sujet. Marketplace, on est toujours dans la bouffe. Écoutez, ça se peut que la plupart d'entre vous nous répondent par des borborigmes quelconques devant votre écran. Ben oui, moi aussi, je veux dire, je revenais du dentiste, j'ai pas tant mangé. Mais un reportage récent expose que des cuisines amateurs, écoutez, ça a été le cas dans mes clients par ailleurs, vendent sur Facebook Marketplace des plats faits maison, du sushi, des couscous, des pâtisseries, sans détenir le permis sanitaire obligatoire de la MAPAC. Donc, le Journal de Montréal a constaté qu'un seul contacté sur 25 possédait effectivement ce permis. C'est épouvantable. On va tous mourir d'insalubrité. Donc, les autorités rappellent que cette vente illégale ne peut coûter cher, amende de 5 000 à 50 000 et que les permis ne vaut que 360. Ben oui, hein, ça c'est l'argumentation. L'Association Restauration Québec souligne qu'une telle cuisine clandestine crée une concurrence injuste pour les restaurants traditionnels. Écoute, je vais être le plus généreux possible. Okay? Je vais expliquer la raison d'être de ce règlement-là. Après ça, on discutera comme tel de la chose. Le règlement, il est là pour s'assurer d'avoir une traçabilité de c'est qui a vendu le produit. Et que tu aies éventuellement un pouvoir légal contre la personne. Si elle a un permis, elle peut se faire retirer son permis. Une fois qu'il y a des preuves comme quoi qu'elle continue à produire sans le permis, ben là, non seulement c'est les 50 000, ça peut être aussi des poursuites par le MAPAC. C'est ça la raison derrière. Et c'est aussi une façon d'aider un petit peu Revenu Québec au niveau de la traçabilité de c'est qui se fait du cash au noir. Sur le site, en même temps. C'est vraiment au niveau, mettons, quelqu'un qui vend de la bouffe et qui finance pas salubre, c'est que la personne ait un certain recours. Qu'elle puisse poursuivre le détenteur de permis. Pour, mettons, j'ai eu une gastro, whatever. À cause que c'était pas salubre, c'est prouvé, c'est une intoxication alimentaire due à ça. C'est la raison d'être. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je vous dis que c'est la raison d'être.
Ce qui est spécial, c'est qu'il y a la loi sur la protection du consommateur aussi. Ouais. Il y a un Hein? dédoublement. Il y a ça, puis il y a le fait que moi, j'achète un produit auquel l'usage, et ceci n'est pas un conseil juridique, mais vous allez voir le LPC là-dessus, ou Éducalois, qui est une plateforme d'information juridique du gouvernement. Vous êtes un consommateur, comme n'importe qui, vous achetez un bien. Donc, le bien est donc d'usage pour lequel il est donc prescrit. C'est ça pour la bouffe. C'est ça pour n'importe quoi. Puis on s'entend que quelqu'un qui va vouloir rendre ses clients malades, c'est la fin de sa business, là. MAPAC ou pas MAPAC. Donc, on s'entend, je fais de la bouffe. Est-ce que les conditions sont adéquates dans ma cuisine? Est-ce que, pas besoin nécessairement d'avoir du stainless steel partout, mais est-ce que j'ai des... Force est de constater que ce que je possède en termes d'équipement est propre et utilisé à la consommation courante à des fins de vente. Est-ce que ça prend ce permis? Ouais, c'est juste 360 $. OK, mais pas juste ça, là. Il y a aussi toute la réglementation sanitaire, toutes les formations qu'on doit faire, etc. Parce que semble-t-il que le gouvernement est meilleur que vous pour savoir ce qui est sanitaire ou ce qui ne l'est pas. Mauvais jeu de mots, mais c'est quand même ça. À la base, là, si t'achètes de la bouffe sur le marketplace, ben arrange-toi. Sérieusement, là. Je veux dire, à un moment donné, là, t'as liberté et t'as responsabilité. Si t'as décidé d'acheter quelque chose sur le marketplace, que tu sais pas d'où ce que ça vient, tu n'as aucune idée de la personne, de la salubrité de sa cuisine, ben, assume les risques. Ben, écoute, Le gouvernement est pas là pour te protéger de toi-même tout le temps et te tenir exactement. la main du berceau au tombeau. Écoute, mettons que je fais fumer du stock de mon bar, que j'ai beaucoup trop de porc effiloché, puis que j'ai un collègue de travail qui me dit « Hey, je t'en prendrai. » Mais qui n'est pas en mesure de me faire un échange, mettons, avec du chevreuil ou autre. Puis qui me dit « Je te donne 10$ pour ton paquet. » Mettons qu'il est malade avec, puis qu'il l'a consommé pas 90 ans après, qu'il l'a consommé dans un délai raisonnable, puis qu'il est malade avec. Son 10$, là, j'y redonnerais. Écoute, c'est la moindre des choses. Parce que je veux que tu aies le goût de peut-être m'en racheter. Que ce soit Ouais, mais en même temps, avec si- ou sans permis. Ouais, mais Les tu sais, intérêts capitalistes restent là. Ouais. Ce n'est pas de la bénévolence du boucher et du boulanger qu'on se doit d'avoir un bon service. C'est parce que lui-même veut son propre bien, qu'il veut bien te servir, Ouais. veut bien te servir. Je Mais paraphrase c'est un petit peu parce que- Adam Smith pour ceux qui n'ont pas catché. C'est parce que le gouvernement, dans sa lubie de tout contrôler, de tout protéger, vient à nuire plus que d'autres choses. Je veux dire, il y avait. On parle beaucoup genre de nourriture gaspillée, de ce qui est jeté par les épiceries, les restaurants qui vont jeter les restants, peu importe. Je me rappelle, puis je ne me rappelle pas c'est quoi le nom du restaurant. Il y avait un restaurant à Québec, il y a plusieurs années, qui prenait ses restants, il mettait dans un frigo à l'extérieur du restaurant, c'est ça, et les gens, les sans-abri pouvaient venir et manger, rester. Il peut y avoir de la nourriture pour eux autres, alors qu'ils n'en ont tout simplement pas. Le gouvernement l'a bloqué parce que tu n'avais pas les normes genre allergiques, réglementaires, c'était pas étiqueté, quoi que ce soit. C'est comme genre, ouais, mais tu donnes de la bouffe gratis à du monde qui n'en ont pas. Puis en réglementant, ce que tu as fait, c'est que tu leur as enlevé la bouffe puis tu la mets dans la poubelle. Puis après ça, tu chiales qu'il ne faut pas jeter la bouffe. Et, tu sais, à un moment donné. Il y avait des frigos pour itinérants, tout ça. Il y a plein de choses comme ça qui sont... Il y a un fonctionnaire qui est payé 75 000 par année qui est là pour... Tu sais, quand on dit que l'État a le monopole de la générosité des autres, en tout cas, c'est moi qui le dis, là, je sais pas si c'est moi qui ai inventé cette moto-là, on s'entend que la générosité après restriction, là, je veux dire, il y a un problème quelque part. Tu sais, si on a un système d'État qui est obèse, morbide, un taux extraordinaire, et qui pense mieux que toi ce qui est bon pour toi, est-ce qu'on doit s'étonner au final que le volontariat, on parlait de ça, de bénévolence, le bénévolat, par tête de pipe, c'est au Québec qu'il y a le moins, comparativement au Mexique, aux autres provinces canadiennes, puis aux États américains. C'est pas normal, hein? Pensais-tu? En disant que nous autres, on est extrêmement généreux.
Mais non, c'est le gouverneur qui est généreux. Là. Duplessis donne à sa province. Fait que c'est ça. Duplessis, Legault, la MAPAC, coupe le frigidaire, envoie. Jette ça. Moi, ce genre d'histoire-là, je trouve ça, genre, c'est tellement parlant, à quel point que les gens sont tellement de problèmes financiers qui sont rendus, à vendre leur bouffe sur Marketplace, d'autres des gens qui sont prêts à les acheter sur Marketplace, puis après ça, le gouvernement qui veut réglementer pour protéger les gens, ramasser plus d'argent de taxation, puis des restaurants, eux autres, ils veulent enlever de la compétition. Je veux dire, ça fait modèle québécois 101, c'est exactement des meilleurs exemples. Mais tu sais, pour revenir à ce qu'on disait, moi, je suis de plus en plus de l'école de Jimmy Carr. Pour ceux qui ne connaissent pas Jimmy Carr, c'est un humoriste anglais, donc qui est assez trash quand même. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui posait une question. Il dit, si tu étais roi de l'Angleterre ou roi du monde, qu'est-ce que tu ferais? La première chose qu'il ferait, j'enlèverais toutes les règles de santé et sécurité, puis tu laisses les gens aller. Puis je pense que c'est ça. Oui, il y aurait beaucoup plus d'accidents, il y aurait probablement plus de mortalité, mais ça serait pas mal les DOM qui partiraient en premier. Ouais. Écoute, je suis Enfin, pas prêt ça. à t'appuyer, cette take-là. Pour Ah, avoir ça- travaillé c'est en ça. sécurité machine une couple d'années, je suis pas prêt à t'appuyer sur celle-là. Mais Ça, en c'est même temps, de public, l'autre hein. côté, Il n'y a pas de parti Patreon aujourd'hui. non, il n'y en a pas. Non. Il y en a pas, mais tu sais, justement, de l'autre bord, je dis ça que je suis pas prêt à t'appuyer, mais de l'autre côté, je me contredis moi-même. Il y a des entreprises spécialisées en sécurité machine. Mhm. Il y a des normes qui sont connues aujourd'hui. Tu sais, Ben oui, mais ISO, hein, tu le non, sais mais autant, plus que moi. au-delà du ISO. Non, mais ISO, c'est pas une des normes étatiques, là. Non, mais, C'est ça. non, en effet. C'est pas les normes C'est ça que je veux étatiques, mais tu dire. sais, je prends mon doigt ici. OK? C'est volontaire, c'est pour faire un exemple. C'est pas pour faire un finger, hein, c'est vraiment pour faire un exemple. T'as un engrenage qui est ici, qui va. Faut pas que j'aie accès. Tu vas me passer le doigt dedans. Il y a un capping qui vient par-dessus. Il faut que ce soit plus petit qu'un quart de pouce. Pour que je puisse pas renfoncer mon doigt. C'est des normes standards qui existent, qui sont déjà là dans l'industrie. Les garde-corps en usine, c'est 36 pouces. Tu peux mettre 42 ou 48 aussi, dépendamment des situations. Mais c'est 36 pouces le minimum. Ben, ils ont parlé de changer le règlement récemment, puis de mettre ça à 42 at large. Pas prendre de chance. C'est correct, pas de problème. La norme existe déjà. Elle est déjà là. Puis t'as pas l'enjeu du 4 pouces d'écartement entre les barreaux comme avec des enfants dans une maison, parce qu'il n'est pas supposé avoir d'enfants qui travaillent dans une usine. By the way. En théorie. Les libertariens, ils veulent faire en sorte que les jeunes retournent dans les mines de charbon. Non. Non, écoute, un enfant est beaucoup plus rentable à acquérir du capital humain à l'école que d'être dans une usine. On a eu assez de développement économique dans les 100 dernières années pour être capable de ne plus avoir d'enfants dans une usine. Les endroits dans le monde où il y a de moins en moins d'enfants dans les usines présentement, c'est le fucking Vietnam qui est communiste. Il y avait un autre point, peut-être. Est-ce que Serge, tu voulais parler du Thérapure et le plomb? Tu veux te le garder pour une autre fois? On pourra en parler très, très rapidement. Comme je dis aussi, Oui. j'ai un hard stop bientôt. Oui, oui. Ben, c'est ça, il y a une nouvelle, on a probablement vu une nouvelle il y a quelques semaines, quelques jours. Donc, l'usine Thérapure, je pense à Sainte-Catherine, en tout cas, ça arrive sud de Montréal, on s'est rendu compte qu'il avait contaminé de manière assez éhontée et de manière importante l'eau du fleuve ainsi que les employés qui y travaillent. Donc, il y avait des normes de plomb qui étaient de beaucoup supérieures à la limite qui était autorisée par les normes gouvernementales. Et je veux dire, sur ça, premièrement, c'est assez terrible et j'excuse absolument pas Thérapure. Je veux dire, il y a des normes qui doivent être respectées. Puis s'ils ne respectent pas, je veux dire, il devrait y avoir des sanctions beaucoup plus importantes qui sont là. Je veux dire, si tu n'es pas capable d'assurer la santé et la sécurité de tes employés, je veux dire, tu devrais peut-être juste pas être ouvert. Tu devrais faire des changements immédiats jusqu'à temps que tu sois capable de prouver que tu es capable de contrôler tes rejets d'eau et que tu es capable de protéger tes employés. Fait déjà là, je trouve que peut-être que les punitions gouvernementales sont peut-être pas assez importantes. Je n'excuse pas. Comme je dis, je ne suis pas thérapeute qui est coupable dans cette situation-là. Je veux dire, Il faut rappeler quelque chose, Serge. Pour nos auditeurs, Thérapure gère des déchets, les batteries usagées. Donc, on s'entend, c'est des déchets qui peuvent
notamment être en lien avec le plomb, le cadmium ou des choses qui peuvent être Mhm. dangereuses. Ben, des métaux lourds, des métaux dangereux. Là. Exact. Du il y a des lithium normes, dans c'est- l'eau, ça fait une belle job. Ouais. Oui, c'est pas Puis c'est trop. très réglementé parce que ça a des normes de santé, des problèmes de santé importants, puis il y a des normes au Canada, il y a des normes aux États-Unis, il y a des normes dans le monde, donc les pays beaucoup plus développés ont des normes beaucoup plus importantes. Comme je dis, je n'excuse absolument pas. Moi, ce que je trouve un peu plate dans cette histoire-là, c'est que ça a fait une nouvelle. Ça a fait, pas que ça a fait une nouvelle, mais que ça fait genre une nouvelle sensationnelle. Donc, on parle de l'eau qui est contaminée au plomb, l'usine, les employés qui sont contaminés avec au plomb. Ça fait une nouvelle, on en parle pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, puis après ça, bon, on ne parle plus de contamination de l'eau, on ne parle plus de qu'est-ce qu'on retrouve dans notre eau, qui est aucunement relié avec Therapeux, comme je dis, des produits chimiques, qu'ils soient en traces ou il y en a plein, comme je dis, genre, tout le monde a des PFAS dans son sang, il y en a partout dans l'eau, c'est des problèmes majeurs, mais ce que je trouve dommage dans cette histoire-là, c'est qu'on sort une histoire pour faire du sensationnalisme puis blâmer une entreprise, alors que les problèmes de qualité de l'eau sont récurrents, sont beaucoup importants. Je veux dire, nos usines, nos usines d'eau usagée, notre eau potable, je veux dire, il y a des gros manquements là. On décharge nos usines, nos eaux usées dans le fleuve. C'est pas de problème, on en parle une fois de temps en temps. Il faut faire attention sur un aspect, par exemple. L'entreprise se vante d'avoir un permis d'exploitation en règle, mais refuse d'être qualifiée de criminel. Bon, ça devient tel que tel. On pourrait juste rappeler que les accusations actuelles portent sur des aspects très spécifiques, des déversements localisés, et non pas c'est une entreprise à la Monsieur Byrne là, qui des poissons et des 3 yeux, là, on s'entend qu'il faut. Il y a beaucoup de vérités là, tu sais. L'entreprise continue de fonctionner ailleurs aussi, tu sais. C'est pas dans son intérêt d'avoir ce genre d'accident-là. De toute façon, Non, c'est une tout très à mauvaise fait. presse. Très mauvaise presse. Moi, ce que je trouve, c'est ça. Puis, non, mais tu sais, merci de faire les clarifications qui se doivent, Sam. Puis, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais, comme je dis, je trouve qu'on ne parle pas assez, en général, de la qualité de l'eau, puis de comment on traite nos eaux d'égout, nos eaux usées. Puis, c'est quand même un problème qui est beaucoup plus important. Puis, ça doit aller au-delà du sensationnalisme, de genre un événement qui se passe avec cette usine-là sur la Rive-Sud. C'est pas juste ça que je voulais dire sur le sujet. Voilà! Il y a tellement de choses. Écoutez, on va continuer. C'est le 2e épisode de Les Afoirés de la semaine, un épisode consacré à des petites nouvelles comme ça, où on va se lâcher lousse parce qu'on avait déjà... L'idée est née un peu de l'espèce de tout-ski qu'on avait déjà fait par le passé en disant on n'a pas un sujet précis comme on va parler dans les prochaines semaines qui est plutôt lourd avec des segments un peu plus des segments fragmentés, belle tautologie, ce que je veux dire, compartimentés. Alors, c'est ça. Donc, c'est ce qui met fin à la 2e épisode. Ouais, c'est ça, 2e épisode des Afoirés de la semaine. On vous remercie d'avoir été des nôtres et au plaisir de se revoir très bientôt. Salut, Nara.